Bonjour à tous. Après m'être intéressé à la médiumnité ou avoir fait une vidéo sur le sujet la médiumnité, après avoir parlé du château de Fougeray et certainement m'attirer encore une foule de commentaires négatifs ou de pensées négatives, parce que les gens n'aiment pas qu'on les dérange dans leurs pensées et dans leur façon de voir les choses, eh bien je vais m'intéresser à la zététique et j'ai déjà, entre guillemets, attaqué, c'est pas des attaques, mais je me suis déjà permis d'envoyer des punchlines, d'envoyer des espèces de pics aux sceptiques pour leur dire des choses qui auraient changé dans leur comportement, des choses que je peux leur reprocher et qu'ils n'ont pas fait. Ça me dérange pas du tout. Et mon but en faisant ça, c'est pas d'attaquer gratuitement les personnes. Et puis d'abord, je m'attaque pas aux personnes, aux idées, mais c'est plutôt de créer une passerelle entre les sceptiques et ceux qui ont des croyances. Et à une époque, j'ai fait une vidéo qui s'appelait La passerelle. Mais évidemment, comme ma chaîne a été supprimée, tout a été supprimé. Qu'est-ce que la zététique? Tout d'abord, c'est une simple étiquette. On pourrait appeler ça l'esprit critique, on pourrait appeler ça le bon sens, quelque part. On pourrait remonter aux origines du truc, dire que c'est un ancien philosophe grec, enfin voilà, aller vraiment sur l'historique. On va remonter un peu plus récemment que ça, pour simplifier, pour synthétiser. La zététique a été remise au goût du jour par Henri Brock, qui s'est rendu compte que ses élèves, alors qu'il était enseignant, et qu'il était plutôt sceptique lui-même, avait beaucoup de croyances, notamment par rapport au paranormal, par rapport aux EMI, par rapport à plein de thématiques. Il a trouvé ça surprenant et un petit peu inquiétant. Et du coup, il a formé ses 10 élèves, enfin pas 10 élèves, mais 10 DITS, ses élèves à proprement parler, à l'esprit critique. Et c'est comme ça que progressivement s'est mis en place ce qu'ils appellent l'observatoire zététique, où ils vont étudier, parce que c'est un peu ça la zététique en clair, esprit critique, les phénomènes paranormaux, et également de plus en plus tout ce qui est théorie du complot, et également du coup aussi les fake news, par le biais de la science ou par le biais de l'esprit critique. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des outils scientifiques pour analyser les phénomènes dits paranormaux. Je pense que l'explication est assez claire, je mettrai les liens en dessous qui peuvent expliquer un petit peu plus et davantage. Comment j'ai découvert la zététique? Eh bien, à force de trop côtoyer le monde du paranormal et de ne pas avoir assez de réponses. De me rendre compte que c'était un monde qui était vérolé par les gens qui étaient des marchands du temple, pour reprendre une allusion biblique, de gens qui faisaient commerce de beaucoup de choses, qui promettaient beaucoup, qui parlaient beaucoup, mais qui étaient finalement incapables de prouver quoi que ce soit réellement. Et donc de nombreux manipulateurs, à mon sens. Ça pourrait remonter même à plus loin, où j'avais un ami qui me disait « Moi, je fais des sorties astrales, toutes les nuits, mon âme quitte mon corps. » J'étais émerveillé. « Waouh, c'est génial. Comment tu fais? Est-ce que tu peux m'expliquer? » Oui, je peux t'expliquer, mais ça va être long, c'est une forme de méditation, ça peut prendre des années. Moi, il y a eu toute une initiation. Ok, mais est-ce que tu peux m'expliquer réellement? Finalement, il ne pouvait pas, c'était trop long, le processus était trop compliqué à m'expliquer. Et il me faisait rêver comme ça, avec ses sorties astrales, il allait voir telle ou telle personne, il allait dans tel ou tel lieu. Jusqu'au jour où je lui dis, sans le vouloir vraiment, est-ce que tu peux venir chez moi demain à telle heure? Il me répond oui. Et du coup, encore une fois, je pensais vraiment pas le piéger à l'époque, mais du coup, peut-être indirectement, mais ça n'a pas été conscient. Je lui dis, t'es capable dans ce cas-là de dire si je cache un objet à telle heure, t'es capable de me le dire. Il dit bah oui, puisque je fais des sorties astrales, je serais capable de venir te le dire. Et donc on met le truc en place, je dis bah écoute, demain à 23h, je cache un truc dans ma maison, tu viens me dire ce que tu vois. Et quand j'ai réfléchi, c'est que certainement je devenais déjà un peu critique et un peu sceptique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a toujours été incapable de me dire ce qu'il voyait. J'ai compris qu'il me mentait, qu'il manipulait les faits, que lui aussi était un manipulateur. Je pourrais parler de toutes mes expériences paranormales d'ado, de nombreuses séances de spiritisme, avec des personnes qui ont été comme possédées. Donc voilà, j'ai vécu ce genre de choses. Je dis comme possédé parce que on était en train de faire de la Ouija, et puis en fait c'est une personne qui a vraiment claqué le verre, qui a été terrorisée, quoi. Donc j'ai vécu ce genre de choses. J'ai vécu des trucs
où j'ai l'impression, j'y mettrai ma main coupée, qu'un jour j'étais dans ma chambre avec une tante à moi, qu'on était seul dans la maison, ça j'en ai la certitude, ma mère partait, je l'ai vu partir, j'ai entendu la porte qui se fermait, et puis j'étais déjà victime, où je pensais vivre des phénomènes paranormaux, et on entend frapper à la porte de ma chambre. Toc toc toc, tout simplement. Et là, moi j'étais conscient qu'avec ma tante et moi, et que logiquement dans cette maison, il n'y avait personne. Donc ce que j'ai fait, pour moi c'était évidemment une explication surnaturelle, j'avais pas d'autre explication, et honnêtement j'en ai toujours pas, hein. Si je le vivais maintenant, et que je sais qu'il n'y a personne, c'est que forcément c'est une explication surnaturelle, quand vraiment on entend taper à la porte, hein. En l'occurrence c'était le cas, et c'était vraiment derrière la porte. J'ouvre la porte en mode Rambo, et finalement il n'y avait personne, il n'y avait rien. En fait j'ai eu plus peur d'ouvrir la porte, mais s'il y avait quelque chose, en tout cas ça ne s'est pas manifesté, c'est parti, quoi. C'était évanescent. Donc j'ai vécu ce genre de choses, mais maintenant je pense que j'étais jeune, que j'ai pu... J'arrive pas à le dire quand je le pense vraiment. J'arrive pas à dire j'ai imaginé, parce que je vois pas comment je l'aurais créé. Mais par contre, je sais que les souvenirs, ça, l'esprit critique, hein, et la zététique m'ont appris que les souvenirs, c'était quand même... C'était pas très fiable, en fait, hein. Qu'on pouvait même s'inventer des faux souvenirs, c'est très connu. Et que du coup, ce que je pense avoir vécu, je l'ai peut-être pas vraiment vécu, ou pas vraiment comme je le crois. Je pourrais ajouter que j'ai, encore une fois, je mettrai ma main coupée, que j'ai vécu un... Enfin, là, c'est sûr, j'en suis sûr. Maintenant, il est possible que ce soit une grosse blague des familles. J'étais chez mon ami qui m'a déjà fait le coup du voyage astral, qui savait pourquoi je ne faisais pas pleinement confiance, et il me disait que sa maison était hantée. Depuis que je le connaissais, il me disait ma maison est hantée. Bon, je disais pourquoi pas, pourquoi pas, oui, effectivement. Et puis par moments, j'avoue quand même qu'il y a des trucs un peu suspects, comme la nuit, quand sa mère entrait dans la chambre, et que elle nous demandait, on était à peine endormis, quoi. Mais quand même, je savais que mon pote était à côté de moi. Les garçons, je voulais vous demander, est-ce que c'est vous qui avez allumé la lumière dans le couloir? Parce que la lumière est allumée, et donc je voulais vous demander. Évidemment, ça n'était pas nous. Et puis il y a eu comme ça des épiphénomènes, où on était dans son salon, on entendait un bruit d'un salle de bain, un objet qui tombait, j'en ai été témoin. Bon après, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, dans l'absolu. Et j'ai vécu une journée condensée en très peu de temps, si mon souvenir ne me trahit pas trop, un phénomène paranormal authentique. C'est-à-dire qu'on était chez lui, ça a commencé par son chien, un chien qui s'appelait Rustine, pour tout vous dire, un collet, qui se met à grogner dans ma direction. Donc je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a ton chien? Il a un problème, quoi, il me fait peur. Et là il me répond, c'est pas après toi qu'il grogne, il y a quelque chose. Et tout s'est enchaîné très vite, je peux vous jurer sur la tête de ce que j'ai de plus précieux, qu'il y avait des casseroles qui étaient accrochées au mur, je m'en rappellerai toute ma vie, et qui ont fait gring comme ça. C'est-à-dire que toutes les casseroles ont été bougées, on va dire je le sais, en fait je me rappelle bien, de gauche à droite. J'ai vu toutes les casseroles qui bougeaient et j'ai entendu le bruit. Je vous dirais pas, j'étais voir s'il y avait un fil, un mécanisme, je voyais pas de fil à proprement parler, mais j'ai pas été voir suffisamment près, d'autant plus qu'il y a eu une autre suite d'événements. Le même jour, dans la même presque minute, certainement pas minute, vraiment, mais ça a été très très vite. On a entendu un cri dans son couloir. Je peux vous jurer que c'est vrai. Donc là, on commence à flipper sérieusement. Tout ça va très vite, mais la flip aussi vient très très vite, hein. On a été voir dans le couloir, évidemment, il n'y avait rien, il n'y avait personne. Et puis là, je pense avoir vu une ombre noire. Alors je dis je pense, parce que peut-être que le cerveau était en train de péter les plombs, et qu'il fallait que je compense en quelque sorte, et j'ai cru voir une ombre noire. Et tout ça, si je ne détériore pas trop dans mes souvenirs, non, je suis sûr que j'ai vécu. Je suis sûr que j'ai vécu, mais par contre, il est possible qu'il m'ait fait un canular. J'ai l'explication rationnelle du phénomène surnaturel. Son père avait détruit un mur, effectivement, il y avait un mur en briques qui était là avant, et il l'a pété la veille. Et on peut penser que peut-être dans ce mur, eh bien, il y avait une présence, il y avait quelque chose qui s'est dégagé. C'est l'option surnaturelle.
L'option critique, cartésienne, c'est qu'il m'a fait une blague très très bien faite, où il a dressé son chien. C'est possible. C'était un chien qui était quand même assez réceptif, qui répondait à assis, debout, couché. Donc pourquoi pas, et en faisant un signe, le chien s'est mis à grogner. C'est possible. C'est possible qu'il y ait, alors je dirais pas une ficelle ou un câble, ça j'aurais vu, mais qu'il y ait un mécanisme sur les casseroles. C'est possible. C'est une option envisageable. Le cri, maintenant, à l'époque où on est, c'est reproductible assez facilement avec un micro, enfin avec un magnétophone, avec une télécommande qu'on déclenche. À l'époque, c'était pas du tout le cas. On était à l'époque des vidéos VHS, enfin voilà. Le CD n'existait pas encore. Un magnétophone qui se déclenchait, bon, bah c'est la seule option que j'ai pour le cri. Ou un témoin caché, mais je vois pas comment il aurait pu l'être. Donc j'ai pas l'explication de ce truc, sinon un canular vraiment bien mené. Mais tout ça, ça veillait mon intérêt pour les phénomènes paranormaux. Je pense que j'oublie encore plein de choses. Oui, j'en oublie. J'étais chez un ami qui lui aussi me disait avoir une maison où il y a des phénomènes. Et j'ai eu deux cas. Quoique c'était peut-être la même chose. Je ne peux pas le dire. J'ai eu un cas où un jour, il me dit, non, c'est un autre ami, mais c'est les deux amis qui sont en commun. J'étais chez un ami, et il me dit, j'entends des bruits chez moi, je sais pas ce qui se passe, c'est super bizarre. On va chez lui, et puis, effectivement, en prêtant l'oreille, j'entends des trucs. Dans le mur, j'entends ce genre de choses. Ok, j'entends, je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc? On continue à parler, et puis finalement, ça augmente, crescendo, et puis ça va faire un montage. On peut penser à une souris, on peut penser à des rats, on peut penser à plein de choses, mais on peut aussi développer l'hypothèse paranormale. Et je commençais de plus en plus à développer l'hypothèse paranormale. Et puis finalement, ça a dû faire comme ça, jusqu'au moment où mon ami s'écroule de rire. Parce qu'en fait, dans un soubresaut du mur, je sais pas comment on pourrait appeler ça, il y avait une espèce de tunnel dans le mur que je ne connaissais absolument pas, et un ami à nous était caché dans ce mur. Et je ne connaissais pas du tout l'existence de ce tunnel, ça ressemble à une espèce de petit tunnel, certainement pour faire des travaux. Il était caché dedans, puis voyant que la blague montait, il y a un moment ils n'ont pas pu se retenir, et ils sont tous les deux écroulés de rire. Bon, ça s'est écroulé, mais j'aurais pu vraiment y croire et dire que j'étais victime d'un truc incroyable. Et après, il aurait fallu vraiment chercher pour déterminer que c'était dans le mur et qu'il y avait un tunnel. Ce jour-là, c'était une blague. Là, j'ai su que c'était une blague, là, il n'y a plus de problème. J'ai un autre ami qui est mort maintenant, qui paye à son âme, qui me disait aussi vivre des phénomènes chez lui, un peu pareil, j'étais victime parfois de trucs, je me disais, ouais, ok. Et un jour, on entend des bruits de pas en haut en fait. En étant en bas, on entend des bruits de pas au plafond, en haut. On monte les marches après un certain temps, parce que c'est quand même un peu inquiétant, on entend des pas assez lourds. On monte en haut, et on entend des bruits de pas en bas. On redescend, encore une fois en prenant un certain temps, parce que c'est pas rassurant. On entend de nouveau des bruits de pas en haut. J'ai pas d'explication. Peut-être que la maison était grande, alors peut-être que possiblement il y a quelqu'un qui était caché et que quand on a été visiter d'autres chambres, d'autres pièces, on était un peu plus loin, il en a profité pour descendre, se cacher, et que quand on allait en bas, à un moment précis, il a profité pour remonter en haut, je sais pas. J'ai pas d'explication. En tout cas, et encore je pense que je voulais plein de choses, de là vient mon intérêt pour les phénomènes paranormaux. Donc, ne venez pas me troller dans les commentaires négatifs que je peux mettre en évoquant l'esprit critique sur tel ou tel sujet. Je suis vraiment ouvert à ces sujets-là. Et j'ai vraiment, peut-être potentiellement, vécu des choses. Donc je ne me moquerai jamais de quelqu'un qui dit « Je vis dans une maison hantée, j'ai telle ou telle capacité, je vois telle ou telle chose. » Par contre, il y a un moment où je demanderai un peu plus de preuves. Eh bien, la zététique m'a permis d'aiguiser mon sens critique et de me méfier de mes sens. Elle m'a permis d'être moins naïf, finalement. Et
Ce qui m'a amené à la zététique, c'est que j'étais justement trop croyant. J'avais trop de croyances et que ça devenait dangereux pour moi. Que j'aurais pu potentiellement dépenser des sommes énormes, ce qui m'est arrivé, en achetant plein de livres sur le développement personnel, sur les mandalas qu'on accroche au mur et qui sont censés attirer l'amour dans votre vie. À une époque, ça me faisait kiffer. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. J'ai acheté des gris-gris, des objets, des croix soi-disant magnétisées, enfin plein d'objets qui ne m'ont absolument rien apporté, sinon le fait qu'ils m'ont vidé le porte-monnaie et qu'ils ont enrichi les gens. Donc il y a un moment où je me suis dit, ça suffit d'être naïf, ça suffit de croire tout le monde, ça veut pas dire que tu nies ces phénomènes-là, ça veut dire que tu les étudies de façon un peu plus sérieuse, et qu'à chaque fois que tu verras un phénomène paranormal, ou tu entendras parler d'un phénomène paranormal, tu essaieras de comprendre quel peut être l'autre aspect, donc l'aspect plus scientifique et cartésien. Et donc, dès que j'étudie un phénomène paranormal, dès qu'on me parle d'un cas, j'essaie de comprendre ce que ça pourrait être en fait comme autre explication très rationnelle. Et ça m'aide beaucoup. Donc j'ai envie de dire que la zététique et l'esprit critique, c'est un espèce de préservatif pour aller dans des endroits où ça peut être douteux et dangereux. Je peux regarder une vidéo de Morgan Priest, ça me fera rire, je serai mort de rire. Quelqu'un qui arrive à voir un loup-garou en 20 minutes, chrono, parce qu'à chaque fois, on est sur une chronologie de 20 ou 25 minutes, moi ça me fait beaucoup rire, mais je ne cours aucun danger. Vous allez dire, bah oui, mais là, franchement, quelqu'un qui chasse le loup-garou à tronçonneuse, il est normal de ne pas le croire, oui, mais je vois les vidéos de Bruno, vous avez un nouveau message, le médium de rue. Je suis impressionné par ce qu'il fait, je viens de voir une vidéo où il donne quand même des trucs probants, c'est lui qui avance les choses, on se dit comment il fait, néanmoins je reste critique, j'essaie de comprendre. Par exemple, Bruno, vous avez un nouveau message, dans une vidéo je mettrai en dessous. Est-ce que j'ai noté le... j'ai pas noté le minutage, bon c'est pas très grave, il y aura la vidéo en dessous, et il y a une vidéo, si je l'ai noté, 4 minutes 41. Il y a une vidéo où Bruno a une oreillette dans son oreille. C'est comme ça, je ne l'ai pas inventé. Or, il ment. C'est-à-dire que dans les commentaires de cette vidéo, quand on lui dit, 2 personnes lui disent « J'ai cru voir une oreillette dans votre oreille », alors moi je crois à ces phénomènes. Je lui ai demandé pourquoi vous l'avez. Non, je n'ai pas d'oreillette dans mon oreille. Sans doute qu'il est sourd et donc il est déjà appareillé, et que même s'il paraît avoir 50 ans, en fait il en a 80, et qu'il a besoin d'avoir un truc pour l'audition. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Que pendant qu'il fait ses séances, on lui donne des informations. Puisqu'il dit qu'il n'y a pas... Il aurait pu dire, oui, j'ai un micro, mais ça n'a rien à voir, c'est pour le retour, c'est un truc technique. Non, il nie, je n'ai pas d'oreillette. Désolé, faut arrêter de me prendre pour un con. Il y a bien une oreillette. Ou alors il porte des boules de caisse en permanence, ce qui n'est pas très pratique pour parler avec les gens. Autre point qu'on pourrait signaler, mais là je ne peux pas le prouver, je ne peux plus le prouver, il y avait une jeune femme qui avait participé à ces vidéos, et elle était actrice. Je dis je peux plus le prouver parce qu'en fait elle a supprimé son profil, mais elle était comédienne, et j'avais pu lui démontrer en lui disant vous dites que vous n'êtes pas comédienne dans les commentaires, mais moi j'ai trouvé votre profil et vous êtes une comédienne professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? On retrouve encore le commentaire, mais on ne retrouve pas la source. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Que potentiellement, dans tous ces gens qu'on voit et qui rencontrent dans la rue, il y a des gens qui sont peut-être payés et qui sont donc, par définition, des comédiens ou des comédiens d'un jour. C'est pas extraordinaire. Il n'y a pas cette générosité que vous voyez en Bruno. Il faut savoir que moi, lorsque je l'ai contacté à une époque, parce qu'il n'était pas du tout de ma région, en disant est-ce que vous pouvez comme ça le faire, il a l'air de dire oui, par téléphone, par Skype. Par contre, c'est tant d'euros. Ah, je croyais que c'était gratuit. Là, d'un seul coup, ça devient vraiment payant. Et puis, quand on se renseigne davantage, on se rend compte que Bruno, vous avez un nouveau message, un projet, c'est de faire de la médiumnité en salle, comme à l'époque des cabinets spirites du 19e siècle à peu près, et que donc c'est son projet. Il veut faire une espèce de spectacle, comme les mentalistes le font, comme comment on appelle ça, les hypnothérapeutes, enfin plutôt les hypnotiseurs de spectacle le font. Il veut mettre en place un espèce de show géant. Donc, il est en train de se faire de la pub. Il se fait la promotion pour plus tard. Il n'y a pas grand-chose de gratuit là-dedans.
quelqu'un qui fait des vidéos, qui dit je fais ça pour le bien des autres, néanmoins, il est en train de gagner une communauté, il est en train de gagner des vues, il est tout à fait possible qu'il est en train de faire son commerce, mais que vous ne puissiez pas le comprendre. Maintenant, j'avoue que Bruno vous avez le message, très souvent, je suis quand même surpris. Je me dis comment il fait, j'essaie de comprendre. C'est complexe, mais je veux bien ouvrir l'hypothèse qu'il y a une explication rationnelle. Et j'en veux beaucoup aux sceptiques pour le coup, parce que lorsque je leur ai parlé de cet homme au tout début, et que moi je m'intéressais à tous ces phénomènes vraiment, ils m'ont dit mentalisme, ils m'ont dit technique de l'effet Barnum, ils m'ont dit quelques éléments, ok, ouais, je suis d'accord, on est d'accord, mais est-ce que vous seriez prêt à le rencontrer? Et là, la réponse était non. La réponse massive qui m'a été donnée, c'est non. Personne n'était prêt à faire le test, alors qu'il était intéressant de le faire, pour voir si effectivement, eh bien, avant de prendre ce rendez-vous dans la rue, c'est pas des rendez-vous pris au hasard, il demandait le nom et le prénom. Et dans ce cas-là, on retombe sur la lecture à chaud, les renseignements qu'il peut avoir avant. Est-ce qu'il y a des coupes pendant le montage de la vidéo? Ça peut être super important. Moi, j'ai remarqué qu'il y a des espèces de cuts dans ces vidéos. C'est-à-dire qu'on voit des scènes, et puis après, il n'est plus vraiment au même endroit, où ça bouge un peu, où ça coupe, et après on reprend. Est-ce que c'est pas pour montrer ce qui est faux dans la vidéo? Et ne montrer que ce qui semble vrai? Parce que j'ai vu, Bruno, vous avez un message, Bruno, vous avez un nouveau message dans un autre contexte, qui était sur le plateau de BTLV. Donc du coup, là, pas d'information, avec des gens pris dans le public, et il a plutôt bidé. Il n'a pas été bon. Donc il y a des questions à se poser. Je dis pas que c'est faux, je dis pas que c'est impossible, mais néanmoins, je mettrai quand même une vidéo en dessous d'un... Il y a assez peu de mentalistes qui osent aller vers la médiumnité, parce que pour eux, c'est quelque chose auquel on touche pas en fait. Pour eux, la mort, c'est sacré. Je suis pas sûr que les mentalistes soient capables de faire des sessions comme ça de médiumnité. Certains l'ont fait un peu, donc le lien je mettrai en dessous, notamment. Mais je me pose des questions par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est pas pareil encore, la médiumnité et le mentalisme, qu'il y a des petites différences. Et j'aimerais bien un jour qu'un mentaliste dise « Ok, banco, je vais vous faire une vraie séance de médiumnité ». Je suis pas sûr qu'ils en soient capables. Ça, c'est mon point de vue, c'est pour avoir étudié le mentalisme et la médiumnité. J'ai l'impression qu'ils ne fonctionnent pas de la même façon, mais en tout cas, comme je le disais, quand j'étudie un phénomène, je me dis ok, ça peut être paranormal, mais ça peut aussi être du bullshit. Une expression qui vient des sceptiques anglophones. À quoi ça me sert dans la vie de tous les jours, bah, je l'ai expliqué, hein, mais ça peut aussi être utile, en dehors de l'aspect paranormal. Ça m'a appris beaucoup, c'est pourquoi je mets dans mes vidéos retour sur énormément de liens, pour que vous puissiez sourcer et aller vérifier. Évidemment, quand c'est le cas, je mets des liens fiables. Le Figaro, le Parisien, Le Monde, enfin voilà, des trucs fiables, pas esprit, science et métaphysique, pas gourou et charlatanisme, enfin je sais pas, des trucs qui sont sourçables, et avec de nombreuses sources. Il faut apprendre à croiser les sources, quand on fait de l'esprit critique, de la zététique, il faut apprendre à croiser les sources. C'est important d'aller vérifier l'information, que ce soit ou bien dans le texte, ou bien même une photo. J'accepte pas, c'est souvent l'exemple que je donne, qu'on prenne une photo d'une CAF, on dit voilà, c'est les CAF en France, et puis on met des photos de femmes en burqa, et on dit voilà ce qu'est devenu la France. Ok, si c'était vrai, ça pourrait être inquiétant, sauf que c'est faux. Quand on prend la photo, qu'on recherche dans Google Images, on se rend compte que cette photo, c'est une photo de la CAF, par exemple d'Arabie Saoudite, enfin de la CAF, même pas de la CAF d'ailleurs. C'est une photomontage d'une CAF de France avec une file d'attente en Arabie Saoudite. C'est tout à fait illégitime, ça n'est pas normal de faire ce genre de choses. Certains sites d'extrême droite sont très friands de ce genre de fake news pour le coup, mais c'est un peu dans tous les mouvements, la gauche aussi, l'extrême gauche et même le gouvernement. Grâce aux esprits critiques, on se fera moins manipuler par vos images, on se fera moins manipuler par vos discours, et on est plus à même de comprendre quand vous pouvez nous mentir ou pas. Et c'est important. Les sceptiques disent que le décodex n'est pas utile,
qu'il serait beaucoup mieux de former tous les gens à l'esprit critique, éviter finalement que des gens qui se prétendent très intelligents ou qui se croient très intelligents diffusent sans le savoir des articles du Gorafi, en pensant que c'est vrai, ou de Nord-Presse, en pensant que c'est vrai. Et quand on leur dit, évidemment, ils sont vexés, ils disent « Bah non, je savais. » Non, tu savais pas. Je te connais, t'es de ma famille, je sais que tu savais pas. T'es vexé parce que je viens de te dire la vérité, et que je t'ai prouvé qu'il y avait des sites qui montraient ce qu'était qu'un hoax buster, ce qu'était qu'un hoax. Je t'ai appris des termes, je t'ai donné un espèce de référencement pour comprendre ces choses-là, mais non. Il y a des gens qui relaient des trucs, sont complètement faux, et ils pensent que c'est vrai, et même des gens du gouvernement, donc. Donc plutôt que de faire une loi fake news, on ferait mieux d'apprendre à tous les politiques, et même au gouvernement actuel, à ne pas relayer de fake news, à apprendre ce que c'est qu'une vraie source journalistique, à ne pas dire qu'un élément est vrai tant qu'ils n'en ont pas les preuves. Exemple, je suis tombé là-dessus, manifestation des Gilets jaunes, je ne sais plus laquelle, il y a le journal Le Parisien qui brûle, tous les gens de la majorité, en gros, de La République En Marche, quelques journalistes, s'insurgent, voilà la violence, voilà le putschiste, voilà l'extrême gauche, voilà l'extrême droite, sauf que malheureusement pour vous, c'était un incendie naturel. Ça a été prouvé depuis, donc ça c'est une fake news. Ça c'est de la vraie manipulation. Et c'est pourquoi on ne veut pas que vous mettiez en place cette loi, qui vous permettrait de dire autant de mensonges, et de bâillonner le peuple qui va vous dire « Arrêtez, c'est faux, on a les preuves, vous êtes en train de nous mentir ». Ça sert également à ça. Comme le dirait Hygiène Mentale, qui est une chaîne d'esprit critique et de zététique, il faut cultiver une forme d'hygiène mentale en permanence. Il faut essayer de se poser des questions, il faut essayer de se remettre en question, et comme le dirait la Tronche en Biais, une autre chaîne sceptique, il faut arrêter de penser que ce qu'on croit, bah, c'est toujours la vérité. Que parfois on peut avoir des biais cognitifs, qu'il y a des nombreux termes en scepticisme, et qu'il faut se méfier, parce que le cerveau c'est une machine qui est très complexe, et que par exemple la païlodie, c'est naturel à chacun, et quand on voit une forme quelque part, on peut l'identifier comme étant quelque chose. Et bien c'est un petit peu de ça dont ça parle. Il faut se méfier du cerveau, qui est une machine qui n'est pas très très bien faite pour réfléchir, qui a horreur du vide. Ça c'est très connu des psychologues qui vont dire que le cerveau a horreur du vide, et du coup il est obligé de le combler autrement. Ça parle un petit peu de tout ça, le scepticisme et la zététique, mais bon, comme vous l'avez compris, le terme zététique, on s'en moque un peu. Avoir un peu d'esprit critique, tout simplement. C'est un très très bon moyen d'évoluer dans la société finalement. Donc je crois que j'ai répondu à ça. Quel pourrait être le but de la zététique? Vous l'avez compris, hein, croiser les sources. Je reprends le texte. Réfléchir de façon critique à ce qui semble être un phénomène paranormal. Les fake news, les images, les sites qu'on va dire putaclic. Qu'est-ce qu'un site putaclic? Le titre n'est pas très beau, mais c'est un site où on va vous donner l'envie d'aller, en vous donnant des informations fausses pour la plupart, ou mélangées avec des éléments vrais et des trucs faux. Vous pensez que vous le faites de façon que c'est pas dangereux en soi, ça ne l'est pas vraiment. Mais ces sites n'ont qu'un seul but, c'est que vous leur donniez des vues et donc de l'argent. Et à chaque fois que vous allez cliquer sur ces sites, ils vont gagner de l'argent grâce à vous. Eh bien, ça peut être aussi un moyen d'éviter d'aller sur ce type de contenu et de médias. Quel pourrait être l'inconvénient de la zététique? Parce qu'on le voit, on l'a vu avec la vidéo d'AstronoGeek sur les crop circles, la zététique c'est quand même bien utile, et en tout cas dans ce cas présent de leur crop circle, donc on est sûr que c'est eux qui l'ont fait, on l'a vu du début à la fin, on a tout vu. Quel est donc... Parce que là c'est le côté positif, quand on se dit il n'y a pas de problème, c'est intéressant. Tout le monde était même BTLV qui avait invité AstronoGeek et puis un spécialiste des crop circles disait on comprend votre démarche, c'est plutôt simple. Enfin voilà, là c'est utile, on comprend en quoi ça sert, mais quels pourraient être les inconvénients de la zététique? Eh bien je pense, quoi qu'ils en disent, et ils s'en défendraient très largement, je pense que les sceptiques sont trop fermés à ces sujets-là. Et que je suis beaucoup plus ouvert pour le coup que eux, et que j'ai la sensation, ce n'est qu'une sensation, que devant un phénomène paranormal, réel, ils seraient capables de nier les faits. Et que j'ai déjà entendu des sceptiques de terrain, sur un phénomène de TCI en l'occurrence, j'en ai déjà parlé, mais c'est l'exemple qui vient en tête,
Moi, j'entends une voix, clairement, j'entends une voix, certainement un truc qui a été manipulé par un logiciel quelconque. Et le sceptique, tellement peu enclin à dire que c'était une voix, va dire que c'est un bruit de tuyau. Non, ça ressemble pas du tout à un bruit de tuyau. Ça ressemble à une voix. Ça ressemblait bien à une voix, c'était un documentaire sur la TCI. L'explication, il écoute au casque. Il y a un moment où il faut être crédible. À la limite, il faut me dire, je pense à un fake, c'est faux. Et on n'a pas de preuves, j'étais pas là, enfin voilà. Mais j'entendais pas du tout un bruit de tuyau. Il y a un moment où on sait quand même distinguer un peu un bruit de tuyau d'une voix plutôt d'enfant, claire. Ça peut être un des exemples des côtés négatifs. Ils sont un peu trop hermétiques. Et je pense qu'ils auraient beaucoup de mal à s'ouvrir à tel ou tel sujet. Et que même devant des preuves qui pourraient être accablantes, ils seraient capables, dans une espèce de dogmatisme de la science, de refuser de l'écouter. De se dire qu'ils ne veulent pas l'entendre, et de trouver, pour moi c'est une forme de scientisme, quelque part, et beaucoup leur reprochent ça, et donc de ne pas être capable d'évoluer. Alors ils vont dire que la science évolue en permanence, et qu'ils sont capables d'évoluer avec la science, sauf que la science a déjà beaucoup évolué, et qu'il reste un peu sur les vieux dogmes, quelque part. Les NDE et les EMI sont de plus en plus étudiés par la science, mais eux n'ont pas beaucoup évolué sur le sujet. Maintenant, je suis d'accord que scientifiquement, les EMI ou les NDE, on n'a pas pu prouver. Et que les quelques tests qui ont été mis en place, il n'y a pas la réponse, mais enfin, il y a des choses qui ont évolué. Et eux restent sur des principes des années 1900 et quelques. On a l'impression qu'ils n'ont pas bougé des préceptes de ce que disait Brock et les quelques livres qu'ils pouvaient donner, qui n'étaient pas si intéressants que ça. J'avais acheté des livres, c'était plutôt sommaire, et c'est pas là où on apprend le plus de choses. L'autre problème de la zététique, et là on parlait des médias et de l'éducation aux médias, c'est que quand même très souvent, la zététique est par définition en fait très dirigée, et que du coup, là ça, je vais le dire quand même, du coup il y a beaucoup de zététiciens qui semblent être de gauche, ou peut-être apolitiques, mais je ne connais qu'un sceptique de droite, c'est Anal Génocide. Bon, voilà, dans son titre tout est dit. Le mec est sceptique, il ne parle pas que ça en permanence, mais il est sceptique. Il est donc, il se dit, enfin, il peut se revendiquer zététicien, pourquoi pas, mais on sent qu'il est plutôt de droite. Par rapport à des gens de gauche, il est de droite. Je crois que c'est le seul exemple que je connaisse vraiment d'un mec qui est actif sur YouTube. Après, il y a eu Paul Blanc-Rue à une époque, mais il a eu des problèmes et puis il est plus vraiment dans la sphère sceptique. Il est plus dorénavant dans la politique, donc bon, c'est autre chose. Donc, finalement, même si on met de côté le côté politique, eh bien, les sceptiques iront toujours dans le sens du gouvernement. Ils vont être pro-vaccination, même si je comprends, évidemment. Il faut vacciner les enfants. Pour les quelques vaccins de base comme on avait avant, je pense que c'est utile, parce qu'il y a eu des morts qui, en fait, c'est des trucs qui sont sortis du Moyen-Âge. Hein. On n'avait plus ça depuis très longtemps. Il y a eu de nouveau des morts. Mais quand même, ils vont être, souvent, sans le vouloir peut-être, les porte-parole d'une parole donnée par le gouvernement, justement. Et je m'étais pris un peu la tête dans les commentaires, avec un sceptique, celui que j'apprécie le moins, je suis désolé s'il l'entend, hein, peut-être qu'il pourra réfléchir à pourquoi il est mal perçu, qui s'appelle Le Débunker des étoiles, et qui, je trouve, est voilà, trop naïf, trop candide, trop comme ça, une espèce de... J'ai du mal avec son discours, j'ai du mal avec ses propositions, j'ai du mal avec tout ce qu'il propose. Il est trop naïf, il est trop candide, on a l'impression que le mec, on lui donne de l'herbe et du foin à manger, il va le manger sans problème, et qu'il n'est pas capable de se remettre en cause, qu'il n'est pas capable de penser qu'il y a des complots. Quand il en parle, il le dit, mais quelque part, il n'y croit pas vraiment. Oui, il y a des complots. Oui, là, en ce moment, en politique, il y a des choses qu'on nous cache, qui se révèlent peu à peu. Effectivement, tout n'est pas aussi beau qu'il le pense, ou on peut donner l'impression qu'il donne. Alors, on donne l'impression que bah, tout est merveilleux, mais c'est pas comme ça. Donc, les sceptiques, par définition, vont souvent soutenir Macron a tout intérêt, enfin le gouvernement a tout intérêt à prendre des gens autour de lui sceptiques, parce qu'ils iront dans son sens, parce qu'ils vont défendre ses valeurs. Je ne parle pas de la politique, je parle plutôt de toutes les mesures, parce qu'ils vont dire eux aussi que les médecines parallèles, quelque part c'est dangereux, il faudrait les supprimer, quoi. Enfin voilà. Je les trouve orientés.
à la fois, comme je disais, trop hermétique, et puis à la fois, au niveau quelque part politique, trop orienté. Et à toujours vouloir couvrir la cause gouvernementale en quelque sorte. C'est pourquoi on les traite de, alors pas de complotistes, mais qu'on va souvent entendre, vous savez, les médias et autres, bah, pour les sceptiques, tant que la source vient du Monde, du Figaro, du Parisien ou autre, pour eux c'est une source fiable. Ils ne veulent pas comprendre que le Français moyen a de plus en plus de mal à croire en ces élites qui leur donnent des fausses informations. Par exemple, ça peut être un des exemples. Je crois que j'ai développé en fait tout ce que je voulais dire sur la zététique. J'ai peut-être manqué plein de choses, mais voilà, c'est une espèce de pansement, c'est une espèce de contraceptif, de moyen de contraception pour éviter d'attraper des saloperies et de remettre en cause tout ce qu'on croit savoir. Ça évite de diffuser des fausses informations, ça évite d'avoir des fausses croyances, ça évite des tas de biais, des tas de biais cognitifs, comme je disais, il y a des termes techniques très connus qui vont être utilisés par des zététiciens, mais qui font appel à quelque chose, on dit bah ouais, effectivement. La pensée cognitive, il y a l'argument d'autorité, tout ça, c'est des choses qui ont un sens quand on y réfléchit. C'est bien de le savoir. Maintenant, je ne me dis pas zététicien. Par contre, j'utilise des outils critiques qu'ils me proposent, indirectement ou directement. Des fois, je les consulte et je leur demande des choses. Mais je trouve que c'est vraiment un outil à avoir dans sa palette, même lorsqu'on est dans le monde du paranormal. Et que tout chasseur de fantômes devrait être un peu plus critique pour essayer de réfléchir à, pourquoi pas, les cages de Faraday pour les K2, comme l'a fait Gus DX dans une de ses dernières enquêtes. Il a mis son K2 dans une petite boîte en aluminium. En l'occurrence, il n'a pas eu de message. Peut-être que si tous les chasseurs de fantômes et les TCistes mettaient une petite boîte comme ça dans une cage de Faraday, enfin, leur petite spirit box dans une cage de Faraday, ils se rendraient compte qu'ils n'ont quasi plus de message. Et c'est pas le cas. Ça éviterait plein de choses finalement, de connaître le terme de pareidolie, bah, c'est important de le savoir parce que effectivement, lors d'une enquête, on peut penser voir telle ou telle chose et qu'en fait, il faut comprendre que le cerveau n'est pas capable de restituer réellement. Au contraire, il ne sait que restituer que ce qu'il a déjà vu. Et donc, quand il voit une forme dans un arbre, eh bien, il peut penser que c'est tel ou tel truc. C'est important de le savoir. En matière de TCI, moi qui ai pratiqué la TCI, on retombe toujours sur ce terme de pareidolie auditive. Il est important de savoir qu'on peut se tromper et que l'oreille est encore une fois un très mauvais outil, enfin c'est le cerveau, mais du coup l'oreille. Et que, bah, vous savez, il y a l'hymne russe qui est assez parlant, où du début à la fin, on a un texte en français qui a une symbolique, qui a un sens, même si évidemment un peu inhabituel, mais quand même. On a les mini-clips avec les hallucinations auditives de Metallica, il y a David Bowie, et où on entend des phrases en français très clairement. Ça, ce sont des pareidoies auditives. Et la TCI, ça peut être aussi cette explication-là. Sans parler de tous les dérives, sans parler des charlatans, enfin voilà, il y a plein de choses. Mais en tout cas, se dire qu'on peut faire la TCI tout en étant encore assez critique. Ce qui était mon cas, et ce qui sera mon cas quand je recommencerai, si jamais je refais. Pour le moment, j'ai plus de bruit de voisinage, donc c'est vraiment le. Si je vois que ça perdure, j'aurai envie de le refaire. Mais je dis pas que je parle avec des entités. Je dis pas que c'est des messages clairs et audibles. Je sais pas ce que c'est vraiment, toujours pas. Mais en tout cas, je ne statue pas dessus. J'essaie de réfléchir de façon cartésienne à ce que ça peut être, à comment je peux me tromper, à comment je peux mal interpréter ces choses. Et c'est important de le faire. Donc voilà ce que je pouvais dire. Et puis après, j'aimerais dire que quand même si un jour j'ai voulu créer la passerelle et que ma vidéo s'est perdue sur tout ça qui s'est passé, je ne sais pas si ça a joué ou pas, mais on a eu comme ça des passerelles entre les croyants, ceux qui ont des croyances, et des sceptiques, et c'était très instructif.
Par exemple, je tenterai de mettre les liens en dessous pour que vous ayez un maximum de sources et de trucs intéressants à voir. L'expérience de spiritisme avec Sylla Artichaut et la tronche en biais, c'était passionnant. Et puis en plus, on a les deux points de vue sur les deux chaînes. C'est-à-dire que il y avait la tronche en biais qui nous parlait du spiritisme et de leur approche, et de ce qu'ils pensaient qui allait se produire sans doute. Et puis Sylla Artichaut, qui était plus dans les croyances et qui avait tendance à... parce qu'il a fait du spiritisme étant ado, qu'il a vécu un truc important. Et lors de cette séance, où ils se sont retrouvés ensemble, à faire du spiritisme ensemble, en ayant le doigt sur le même verre, ils se sont rendus compte, par déduction, alors que Thomas Durand, qui est donc l'un des réalisateurs de la tronche en biais, semblait calme, vraiment à ce qu'il était en train de faire, finalement, à un moment, a décidé de mettre en place des outils critiques et dire est-ce qu'on pourrait, pourquoi pas, enlever telle ou telle personne, voire progressivement. Et puis, il semble évident qu'à un moment, ça accusait une personne qui était la jeune femme. Il ne disait pas on l'accuse consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, il semble à peu près probant que c'est vous qui faites bouger le verre. Et c'était intéressant. L'expérience en tant que telle reste intéressante, et c'est toujours drôle de voir, après, des gens qui sont dans le monde du paranormal, la mystifier en disant que ils l'avaient vu, qu'ils avaient compris que non, si on ne vous l'avait pas dit, vous ne l'auriez pas vu. Il a fallu mettre en place des outils critiques qui sont utiles. Par exemple, le spiritisme, avec la planchette Ouija, ou bien le verre et des lettres. Ce que veulent mettre en place les sceptiques, ce qu'ils font depuis très longtemps, et ça me semble normal, et ça me semble utile, c'est simplement de masquer les yeux des utilisateurs de la session. Et quand on fait ça, a priori, eh bien, le verre n'est plus capable de répondre, ou la planchette Ouija n'est plus capable de répondre. Parce qu'évidemment, plus personne ne voit. Et donc, si plus personne ne voit, on a le droit de croire que si ça forme des mots, c'est que quelqu'un forme les mots. Et ça change beaucoup de choses. L'esprit, il n'a pas besoin des yeux des participants, il a simplement besoin de l'énergie des doigts, on est d'accord. Ce qui est important, c'est l'énergie des doigts. Vous pouvez fermer les yeux, donc on peut vous masquer les yeux. Eh bien, c'est des trucs simples, mais que l'esprit critique peut apporter. Henri Brock allait un peu plus loin, il disait qu'il fallait mettre... il y avait des trucs un peu... Bon, c'était pas simple à mettre en place, mais de la farine, pour voir qui avait déplacé le doigt, pour voir réellement. Enfin, il y a des moyens encore un peu plus subtils, pour voir réellement, si c'était inconsciemment, parce qu'en plus, il dit que très souvent c'est inconsciemment, qui avait bougé le verre. Mais ça peut être un des moyens de vérifier ce genre de choses. Autre interview très intéressante, je trouve, même si évidemment il y a eu quelques pics, toujours la tronche en biais, interview de, comment s'appelle-t-il, Stop Mensonge. Une chaîne comme ça, un peu complotiste, un peu très largement complotiste même, avec des propos plus douteux, qui pensent qu'il y a des Illuminati un peu partout, qui pensent qu'on est dominé par des univers parallèles. Enfin voilà, ils ont plein d'articles où tu te dis waouh, quand même ça va loin, ça part loin. Mais Laurent Freeman, le webmaster du truc, celui qu'on voit le plus, est quand même quelqu'un d'intelligent. Et du coup, la conversation était intéressante. Et je me suis abonné à leur chaîne ce jour-là. Je me suis dit, j'ai envie d'écouter, j'ai envie de partager des choses qu'ils peuvent dire, j'ai envie de comprendre. Et d'ailleurs, il y a quelques informations que j'ai pu avoir par rapport à eux, qui m'ont été utiles pour moi. Mais c'était intéressant de donner la parole à ces gens-là, entre guillemets, pour échanger réellement. Et on comprenait bien, évidemment, la distanciation du truc. Par exemple, Laurent Freeman qui parle à la tronche en biais de Nicolas Fraisse, du cas Nicolas Fraisse, qui serait, je croise les doigts, quelqu'un qui serait capable de sortir l'âme de son corps et d'aller partout où il le veut. Il a commencé à une époque dans une boulangerie, il savait très bien le faire. Vous êtes capable d'aller à une boulangerie là-bas? Ah oui, oui. Tout de suite? Ah bah oui, bien sûr. Il va dans la boulangerie, par son âme, il revient, il dit voilà, la caissière fait tel ou tel truc, elle a rangé tel ou tel rayon. Oh, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Depuis, Nicolas Fraisse travaille dans un labo, en Suisse, avec 2 personnes, si je ne me trompe pas, ils sont 3. Ils écrivent des livres, ils passent à BTLV, ils passent un peu, enfin je dirais pas un peu partout, mais enfin ils passent quand même beaucoup sur des plateaux télé ou autres.
ils se font de plus en plus de promotions, sauf qu'ils n'ont jamais rien pu prouver. Et que la science sceptique, ou même la science en règle générale, leur demande de donner des preuves. Ils ne sont pas capables, mais Nicolas Fraisse est un cas extraordinaire. Il est capable, avec son âme, comme on a mis avant, de traverser des murs, de voir des dimensions autres, mais évidemment, il est incapable de le prouver. Eh bien, l'esprit critique permet non pas de dire qu'il est menteur, mais en tout cas de se poser des questions sur la véracité de ce qu'il dit. Ça me semble important de le faire. Quel autre exemple je pourrais donner? Oh, il y a certainement des milliards en fait. Hein. Il faut être vigilant, il faut être méfiant, il faut rester ouvert, mais il faut être sceptique. Parce que c'est la meilleure attitude, parce que les gens en veulent trop, au risque de me répéter à votre argent, il y a trop de commerce à se faire, et que du coup, eh bien, dans ce milieu-là, ce qui les intéresse, c'est votre argent. Or, les sceptiques n'ont pas grand-chose à vendre. Et d'ailleurs, ça fonctionne pas vraiment, quoi. Je veux dire, on voit les conférences sceptiques, il y a 10 ou 15 personnes, 20 personnes, le son est mauvais, il faut vraiment vouloir, il faut être au casque, parfois le son est super fort, parfois il est super faible. Enfin voilà, c'est pas très agréable, et puis ils n'ont pas une si grosse communauté que ça qui les suit. Mais c'est important quand même qu'ils diffusent leur message. On a quelques buzz comme ça, comme AstronoGeek, où pour le coup, là c'est un sceptique, même s'il n'est pas zététicien, bon, en tout cas autour de lui il y en avait beaucoup, où le message était diffusé à un plus grand nombre, il a dû gagner un nombre d'abonnés assez incroyable, mais en règle générale, la science sceptique est plutôt mal reçue. Et je pensais à un autre cas. J'aurais pu parler d'occulture, qui était passé justement à la vidéo d'AstronoGeek, et qui eux aussi ont... Alors je sais pas qui il est le mec, je suis assez étonné que ce soit mis avec des sceptiques, et en même temps il a été fait une enquête paranormale dans le cabinet de Camille Flammarion, enfin voilà, l'ancien logement en tout cas où a séjourné pendant un temps Camille Flammarion. Bon, bah, je sais pas, bah, du coup il y a cette espèce d'alliance parfois entre deux mondes, deux univers. J'ai perdu, j'avais une autre référence en tête, mais je... Ah oui, Defecator. J'aime bien l'approche de Defecator parce que il défèque sur les fakes, parce qu'il fait avec beaucoup d'humour, parce que c'est bien amené, parce que ça fait réfléchir, parce que ce qu'il dit, il y avait eu l'effet, il avait fait une vidéo sur la neige, en expliquant que la neige qui tombait n'était plus vraiment de la neige, il montrait en quoi c'était faux, il le fait avec beaucoup d'humour. Mais ne croyez pas que cet humour qu'il met en place, ça ne représente pas un vrai danger. Il expliquait que s'il est masqué, c'est parce qu'il travaille dans un milieu où déjà il ne veut pas que ce soit vraiment connu, et que surtout, il reçoit en masse des menaces presque de mort. Il est attaqué par des haters qui ne veulent pas accepter la vérité. Pourtant, ce qu'il dit, c'est avec beaucoup d'humour. Pourtant, il donne énormément de liens, comme le font tous les sceptiques, et que les expériences qu'il fait, vous pouvez les reproduire. À mon sens, il ouvre l'esprit critique pour qu'on se pose des questions. On n'est pas obligé de valider ou non. Et la preuve, c'est que si l'artichaut, avec l'expérience de spiritisme, il continue à parler d'occulte sur sa chaîne, il continue peut-être de croire au spiritisme, mais en tout cas, ça ne l'a pas fait changer. Mais il se pose peut-être plus de questions. Il est peut-être plus vigilant. Et même la jeune femme elle-même qui faisait du spiritisme, après avoir un peu boudé quand même, un peu être... a dit, ben, c'est possible, c'est à mon inconscient, je le fais pas exprès, et donc j'essayais maintenant de faire attention à ça. J'essaie vraiment de faire attention, parce qu'évidemment, effectivement, ça peut être un petit peu dangereux d'influencer les gens, et même pour moi, de comprendre que je peux inconsciemment faire bouger le verre, ça change beaucoup de trucs, ça remet en place des choses, même si en même temps, je pense pas que du jour au lendemain, elle va renier tout ce qu'elle a connu. Donc il faut se méfier. On pourrait aller sur des tas de sujets. Hein. La zététique, ça traite de tout. Les phénomènes paranormaux auxquels vous pouvez penser. Le pendule. Moi, j'ai un pendule. Est-ce que mon pendule me répond? Oui. J'ai envie de dire que tout le monde y répond oui ou non, d'ailleurs. Donc oui, j'ai un pendule qui répond, effectivement. Si je le questionne, parfois il ne va pas vouloir. Est-ce que tu veux bien? Non. Ou il bouge pas, ok. Par moment, il bouge. Mais mon pendule commence à entrer en pleine confusion lorsque je lui pose des questions précises.
Alors pas les questions précises pour moi, parce que là, pourquoi je pourrais le faire, hein. Quel temps va-t-il faire demain? Si vous le faites un jour, vous ne regardez pas la météo, c'est une chance sur deux. Mais si vous allez un petit peu plus loin que ça, vous prenez votre pendule, vous prenez des enveloppes, vous prenez des cartes que vous mettez dedans, chose que j'ai fait, vous faites la technique de la strangulation, c'est peut-être pas le terme technique réel, mais de la loi des semblables, vous prenez une carte, vous prenez une seconde carte qui est la même, vous mélangez plusieurs enveloppes, et dedans, donc, il y a la carte témoin. Eh bien, mon pendule était incapable de retrouver cette saloperie de carte. Et j'ai très longtemps pensé que j'étais mauvais. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais peut-être que personne n'est capable de le faire. Alors évidemment, si on va sur les forums de radiesthésistes, ils vont vous moquer, ils vont vous dire, mais moi, ça c'est un truc enfantin, je le fais tout le temps. Ouais, sur Internet, tu le fais tout le temps. Quand vous vous demande de le faire réellement, de façon un peu plus sérieuse, comme à l'Observatoire zététique, ça fonctionne beaucoup moins. Quand des sourciers donc, qui trouvent de l'eau, et les sourciers trouvent de l'eau, il y a une vidéo là-dessus, en zététique, mais quand on met en place un protocole pour comprendre si réellement c'est l'eau qu'ils trouvent, et que donc ils vont mettre des espèces de tuyaux sous des planches en bois, quelque part où c'est caché, il s'avère que non. Les sourciers ne trouvent pas plus l'eau que d'autres. Et que l'hypothèse qui est développée, c'est que peut-être, ces sourciers qui trouvent de l'eau, on en connaît plein, hein, c'est assez connu, c'est vraiment un phénomène connu à la campagne, pourraient potentiellement connaître très très bien le terrain. Et inconsciemment définir que là, dans telle ou telle zone, eh bien, il peut y avoir de l'eau ou pas. Ou des gens un peu moins honnêtes pourraient aller sur les cartes, je ne sais plus comment on appelle ça, j'ai plus le terme exact en tête. Ça ressemble à Prud'homme, mais c'est pas Prud'homme évidemment. Vous allez en mairie, vous demandez ça, c'est des plans un petit peu de tous les bois qu'il peut y avoir et autres. Le castrum, ça ressemble à ça. Il doit un homme et un casse quelque chose. Enfin bref, ça vous donne des plans assez précis et vous pouvez avoir plein de lieux et notamment aussi potentiellement les points d'eau. Je dis pas que les sourciers ne trouvent pas d'eau, je dis qu'on peut se poser des questions autrement et que des gens ont fait un cadre un peu protocolaire et que a priori disent que oui, les sourciers trouvent de l'eau, mais pas plus qu'une entreprise qui va utiliser d'autres moyens plus techniques et plus scientifiques. Mais ça pose question, bien évidemment. De même, l'esprit critique amènera à se poser des questions sur le placebo, sur les guérisons, sur les différents rebouteux que j'ai pu rencontrer, magnétiseurs et autres, maîtres Reiki, soit angélique, j'en passe, c'est des meilleurs, et qui, pour moi, le placebo, ça n'a pas fonctionné du tout. Il se pose toutes ces questions, et c'est légitime de se poser toutes ces questions, à mon sens. Évidemment, après, ça fait de vous un compagnon pas très agréable, encore que. C'est-à-dire qu'il y a des gens, après, ils savent que quand ils veulent une information un peu critique, ils vont venir vers vous. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Et donc, je peux donner un ensemble d'explications. Mais sinon, vous pouvez quand même sembler pour le casse-pied de première. Dès que vous commencez à parler de l'homéopathie et dire que vous n'y croyez pas trop, vous prenez pas mal d'insultes, c'est vraiment les sujets sensibles. Hein. Sauf que les études les plus sérieuses, des méta-analyses, démontrent que l'homéopathie, ce n'est rien d'autre que du placebo. Et que avec les animaux, alors là ça pose plus de questions, hein, et moi-même, ça m'interroge. Ok, mais comment se fait-il qu'avec les animaux ça fonctionne? La réponse qui est donnée, c'est que l'animal, tout comme on lui donne un sucre, comprend qu'il y a une intention heureuse derrière, gentille, bienveillante, et que donc ça l'aide à aller mieux. Pourquoi pas? J'ouvre le truc ouvert. Ça me semble pas totalement convaincant. Comment se fait-il qu'un bébé puisse être soigné par l'homéopathie? La raison est la même. La mère va donner au bébé le produit avec beaucoup d'intention, une intention d'amour, et donc le bébé le ressentirait. Je dis pas que j'y crois, je me dis que bon, je comprends ce qu'on veut me dire. Enfin voilà, c'est un petit peu tous les sujets, c'est tous les sujets du paranormal, c'est tous les sujets, comme j'expliquais, liés aux mauvaises nouvelles, aux fausses nouvelles, tout simplement. Ça évite d'être trop crédule. C'est important de ne pas être trop crédule et de ne pas rester dans l'obscurité, ou plutôt que l'obscurité reste dans l'obscurité, comme le dirait Defagator quand il termine ses vidéos.
Voilà, à mon sens, ce que c'est que l'esprit critique et la zététique. Je mettrai les liens en dessous. Il était un peu tard quand j'ai fait la vidéo, trop tard. Nettement trop tard, du coup je vais parfois un peu bégayer et autres. Je ne prends pas l'alcool, par contre je prends des cachets pour dormir, donc je devrais dormir, mais je n'arrive pas à trouver le sommeil. Et j'avais envie d'en parler, et j'avais envie de refaire cette vidéo. Donc c'est fait. Merci à vous et à bientôt. C'était la zététique. Si vous avez des questions à poser, des questions mais pas des débats. Tout comme pour le paranormal, on n'est pas là pour débattre. C'est pas le lieu, ce sera pas adapté. Mais des questions ouvertes qui peuvent se conclure par un oui ou non, c'est possible. En gros, c'est ça. Même pour le paranormal, est-ce que tu as déjà été à Fougeray? Non. Voilà. Mais pas rentrer dans un débat. Moi, j'y suis allé. Je veux pas entendre ça. C'est pas possible. On n'est pas là pour débattre. C'est pas le lieu. Il y a plein de forums sceptiques. Il y a plein de forums paranormaux. Les commentaires YouTube ne sont pas faits pour débattre. Ou alors je vous laisse débattre entre vous et moi je ne l'ai pas du tout. Il doit être possible de ne pas filtrer les commentaires, c'est-à-dire qu'ils soient diffusés et que vous ne les lisiez pas. Bon bah pourquoi pas, dans ce cas-là je ne lirai pas du tout. Je ne m'intéresserai pas. Je peux répondre à des questions ouvertes, mais simples. On ne peut pas rentrer dans un débat. Je donne suffisamment de liens, que ce soit sur le paranormal ou sur l'esprit critique, quand je ferai des vidéos sur le sujet. Et en plus, je mets maintenant en avant, juste avant de mettre les liens, un truc qui dit que c'est pas fait pour vraiment préciser, spécifier. Parce que quand j'avais 1400 abonnés, c'était la guerre. Et c'était insupportable. Les gens qui disaient, oui, moi je pratique la TCI, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, d'accord. T'es à 300 km de chez moi, tu vas me faire écouter un audio et tu vas me dire que c'est vrai. Moi je demande à le voir. Je pratique la TCI, quand tu veux, je t'en fais une. Je te fais la TCI de n'importe qui, même Johnny si tu veux. Je te prends un extrait de Johnny, je le ralentis, et je te dis, tiens, t'entends, c'est la voix de Johnny. Comment tu pourras prouver? Eh ben, c'est vrai. Attends, je te le jure. C'est ma parole contre la tienne. Ça veut absolument rien dire. Voilà, il y a trop de gens dans des croyances qui, du coup, sont ancrés là-dedans et qui veulent pas se remettre en question. Ils en deviennent agressifs. Et c'est pénible. Et j'ai l'impression que les sceptiques sont quand même moins agressifs. Ils peuvent être pénibles, c'est autre chose. Et je parle plutôt des gens, pas des sceptiques comme ça, un peu qui vont débarquer et qui vont être plus en mode troll, mais que les gens qui travaillent dans le milieu, travaillent, c'est un bien grand mot, sont plus à même d'écouter l'autre. Et c'est pourquoi ils disent que, même par rapport à avant, ils ont changé d'approche. Avant, les sceptiques étaient très rentre-dedans, très durs, à la Gérard Majax, à se moquer de tout le monde, à aller sur les plateaux télé. Et maintenant, ils ont une approche qui est différente et qui me plaît quelque part moins. C'est qu'eux veulent que ce soit les gens qui ont des croyances qui viennent les voir, prennent rendez-vous avec eux, pour faire des protocoles. Or, en faisant comme ça, eh bien, il y a plein de personnes qui ne se manifestent pas. Et du coup, on a plein de gens qui continuent à alimenter des croyances. Par exemple, Bruno, vous avez un nouveau message. Je vois pas très bien prendre rendez-vous avec des sceptiques. Alors qu'à l'époque, Gérard Majax serait arrivé, il aurait dit mensonge, manipulation, je viens de voir l'oreillette, je me suis renseigné, telle personne est une actrice, on a quelqu'un de l'équipe qui s'est inscrit, il a fait la lecture à chaud, il a pris des informations, on le sait parce qu'en fait on a donné des fausses informations, du coup on sait qu'il les utilise, enfin voilà, c'est le genre de truc qu'il aurait fait, et quelque part on a envie de dire que ça ferait du bien. Mais la nouvelle réflexion des sceptiques, c'est que eux ils veulent que ce soit plus pacifié, plus pacifiste, et je mettrai aussi le lien d'une vidéo qui explique comment ils entrevoient les rencontres qu'ils vont faire avec des gens qui pensent à des capacités, et donc comment ça se passe à l'observatoire zététique. Donc voilà pour ce que je pouvais dire, je mettrai un maximum de liens en dessous, des chaînes qui m'ont plu ou des vidéos qui m'ont parlé, sur des travers, par exemple la médium avec 4 brins d'ADN, enfin voilà, sur la tronche, enfin sur la vidéo d'hygiène mentale. Il y a des gens douteux dans ce milieu, il y a des gens dangereux, et donc il faut les mettre en avant. C'est autre chose que je pourrais dire, c'est que, au-delà simplement d'être critique comme ça, c'est que ces jeunes, et moins jeunes, veulent aussi vous empêcher de donner de l'argent à des charlatans. Veulent aussi potentiellement vous empêcher d'aller vers des gourous, qui vont vous dire que le cancer se guérit en prenant des jus de légumes. Certains se reconnaîtront. Ou ça a évité qu'en Amérique, enfin ça n'a pas évité pour le coup, mais ça aurait pu, que quelqu'un se dise guéri du cancer, avec des jus de légumes, avec des molécules,
avec des trucs qu'elle a vendus. Sauf que malheureusement, elle n'avait jamais eu le cancer. Oui, ça fait un petit peu mal. Eh bien, ces gens-là, avant qu'il y ait un phénomène, peuvent l'étudier et auraient pu dire, bah non, on se rend compte que cette personne, c'est faux. Quand on a Laura Marie qui dit être une conscience extraterrestre, ouais, bon, déjà, c'est osé, mais pourquoi pas. Et qu'elle se découvre indigo à 40 ans, ok, c'est pas un petit peu tard pour être indigo. Et qu'elle a commencé par le coaching sportif et l'image de soi. Il me semble que la spiritualité, l'important, c'est quand même plus ce qu'on a en nous que le physique. Enfin voilà quoi. Et qu'on pourrait dire beaucoup de choses, hein. Et que dans ses conférences, elle ne fait que de répéter des choses qui ont été dites maintes et maintes fois. Mais ces gens-là vivent bien, avec votre argent, avec votre crédulité. Ils vous en remercient tous les jours. Donc merci à vous et à bientôt. C'était la zététique. Et la prochaine vidéo sera quoi? Du coup, j'ai fait la médiumnité, j'ai fait Fougeray, j'ai fait la zététique. Je serais presque revenu sur mes standards d'antan, les 3 vidéos importantes qui me semblaient importantes à mes yeux, pour montrer que bah, je suis capable de m'attaquer, et puis quand ce sera l'occasion, je le ferai. Hein. Enfin, j'aime pas le mot attaquer, mais de bousculer les croyants en leur disant que sur tel ou tel sujet, ils n'y ont pas été, Stéphane Alix, ils n'y ont pas été. Stéphane Alix, maintenant, ma mère connaît, ma grand-mère, enfin, non, parce que ma grand-mère est partie de l'autre côté, tout le monde connaît Stéphane Alix, ses livres se vendent très bien, il en écrit tous les ans des nouveaux, maintenant il s'est incarné, c'était un Allemand, dans le prochain, ce sera Jésus-Christ. J'avais prévenu les sceptiques qui n'ont pas été sur le truc, qui s'en moquaient, ouais, on s'en fout, ah, tant pis pour vous. Et ça, j'ai fait une vidéo comme ça, où j'attaquais, où je taquinais, où je bousculais les sceptiques en leur disant « Qu'est-ce que vous attendez pour bouger ?» Parce qu'après, je vous vois en train de pleurer à moitié, en disant « Ah, mais là, c'est normal, vous pouvez pas éteindre un incendie si vous éteignez pas les braises avant. Une fois qu'il a pris, c'est fini. Une forêt de pinède, une fois qu'elle a pris, tout va cramer, vous ne pourrez plus rien faire. Stéphane Alix, vous ne pourrez plus l'éteindre. Si on peut utiliser cette métaphore, c'est fini, il est devenu trop puissant. Il est invité au journal, il est invité sur toutes les radios, il est invité sur Marie-Claire, il est invité partout. Stéphane Alix a parlé avec son père dans le livre Le Test. Maintenant, comme le livre Le Test est bien passé, il est la réincarnation d'un soldat allemand. Enfin voilà, il y a un travail qui n'a pas été fait, et après, il est trop tard. Ça ne sert à rien de dire que c'est fini. C'est un temps perdu. Vous savez très très bien qu'une rumeur est beaucoup plus dure à éteindre que finalement la calmer quand elle commence. Une fois que c'est lancé, c'est fini. Eh bien, Stéphane a dit que c'est fini. Bruno, vous avez un nouveau message, c'est fini. Et puis, il y en aura certainement d'autres. Hein. Et la vraie problématique, je finis là-dessus, c'est que certains sceptiques disent le paranormal, il n'y a plus rien d'intéressant, il n'y a plus rien qui s'y passe. Les gens ne s'intéressent plus au paranormal. Bullshit. Vous voyez le nombre d'abonnés sur les chaînes paranormales, au contraire, on est en train encore une fois de nous parler d'une espèce d'ère nouvelle et puis liée au spirituel. C'est normal, parce qu'en fait, on sent des tensions, on a peur, on pense aux guerres, et du coup, les gens redeviennent spirituels, et ils s'abonnent en masse à des chaînes de paranormal. Les chasseurs de fantômes n'ont jamais fait autant de vues. D'ailleurs, c'est plutôt assez récent, ce phénomène de chasseurs de fantômes. Ça fonctionne très très bien. Fougeray est rempli en permanence. Le paranormal fonctionne très bien. C'est vous qui ne vous intéressez plus aux phénomènes paranormaux, dans leur ensemble. C'est quand même important de le signaler. Je vais couper ici. Merci à vous et à bientôt. C'était la zététique. Qu'est-ce que la zététique? Oh, je crois que j'appelle ça comme ça. Hein. Après, j'ai développé. Qu'est-ce que la zététique? À quoi ça sert? Les avantages, les inconvénients. Merci à vous et à bientôt.